Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. Bonsoir, José Luis. Hello, On est ravis de t'accueillir à la librairie pour nous merci. parler de ton adaptation de Son honneur après la pluie aux éditions Le Lombard. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément José Luis, c'est un monsieur qui fait de la bande dessinée depuis quelques années. 30 ans, à peu près 40. Euh, Je suis plus vieux si on me regarde derrière. on te connaît notamment pour avoir collaboré avec Joan Sfar pour la série Merlin aux éditions d'Argo, également du Sorpil S aux éditions Soleil avec Jean-David Morvan, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Tu as même signé le 65e épisode des Tuniques Bleues. Et oui, Tu as fait beaucoup de choses. Et depuis quelques années, tu es présent sur la scène de la BD pour des adaptations, notamment Un chant de Noël de Dickens, ainsi que le Peter Pan de Kensington, ouais. tous les deux aux éditions d'Argo. Du coup, ma première question, c'est comment tu as découvert le roman de Cédric Sapin de Four? C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est mon éditeur qui me l'a fait découvrir. Moi, j'avais parlé avec lui de mes envies, qu'est-ce que je voulais faire. Donc, je l'avais dit, bon, je voudrais bien faire un album un peu intimiste, un peu contemplatif, partir un peu dans les espaces pour me promener. Mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que je peux faire. Et du coup, il m'a parlé des livres qu'il avait lus, il avait pleuré comme Madeleine. Et donc, rien que les concepts, il m'a déjà parlé. Cette histoire d'amour inter, euh, interespèce, d'une certaine façon. Et donc, j'ai commencé déjà à faire des dessins, même sans avoir lu le livre. Par la suite, quand il m'a envoyé les livres, je les lu, et là, j'ai vraiment, moi aussi, pleuré de toutes mes larmes. Et je me suis dit, bon, il y a quelque chose de très fort qui se passe dans ces romans. Vous avez lu les romans, tout vous? Ouais. Et il faut que je découvre quel est le mystère de cet roman. Et donc, voilà, je me suis mis au travail pour essayer à retranscrire la émotion fortissime qui passe à travers les mots Cédric Sapin-Desfours avec mes dessins. Donc c'était un peu les grands tours de force du livre, de ne pas trahir pas autant la vérité factuelle de la vie de Cédric que l'émotion que ce livre-là il arrive à transmettre. Et par rapport à des auteurs classiques de la littérature, c'est quoi la différence entre adapter un roman classique et adapter un roman dont le contemporain est toujours avec nous? Bah, il y a une différence évidente, c'est que l'auteur, il est vivant. Donc, dans mes autres adaptations, les auteurs, on était tous convenablement décédés il y a plus de 100 ans. Donc, je parle l'ouvrage littéraire, ils établissent un dialogue avec les textes, mais sans l'auteur. Et ici, effectivement, Cédric est vivant et il souhaite qu'il le sera pendant encore plusieurs décades. Et pas seulement vivant, en plus, il avait raconté une histoire qui était fortement intime, fortement personnelle, où il raconte dès son vécu propre à la première personne. Donc j'avais vraiment une forte pudeur de rentrer dans cet espace intime avec mes pattes salées pour faire bouger les meubles et transformer son récit en une bande dessinée qui a ses propres logiques, qui a ses propres besoins. Et donc, j'allais forcément transformer pas mal des éléments de son vécu pour les exprimer autrement. Alors, c'était une différence substantielle par rapport à l'adaptation des classiques. Alors, dans les premières rencontres avec lui, virtuelles, par visio, je l'ai fait partie de ma vision, ma lecture de son roman. Et dès le départ, il s'est montré très ouverte, vraiment sans mettre des lignes rouges, très humble
respectueuse envers mon travail et ma vision de tout sienne. Et il a été donc toujours à mes côtés pour m'ouvrir des portes, pour me servir un peu de ping-pong, pour lui demander des questions, etc., pour m'envoyer des références photographiques de sa cabane dans les Beaufortin, au des chiens, et de lui-même et de sa femme. Donc vraiment, sans lui et sans cette formidable ouverture qu'il a eu par rapport à mon travail, j'aurais pas réussi la bande dessinée comme je pense l'avoir réussi, ou comme j'espère l'avoir réussi. Pour moi, c'est très réussi, mais merci. C'est personnel. C'est vrai qu'il y a des libertés qui sont prises par rapport au roman. Après, je pense que c'est aussi des libertés de support. Je pense notamment au fait que dans la BD, les animaux sont dessinés. On ressent des émotions, malgré le fait qu'il n'ait pas de ligne de dialogue, puisqu'à preuve du contraire, un animal, ça ne parle pas, enfin pas comme nous en tout cas. Comment tu t'es inspiré? Comment tu as réussi à donner la parole par l'expression? Très bien. Justement, ça c'est je savais que je devais, c'est-à-dire à traduire la poésie des mots de Cédric, qui a une écriture très élaborée et très poétique, qui donne vraiment un sens déjà très poétique à chaque petite circonstance de sa vie, bien que bancal, ça devient sous son regard et sa vision et sa écriture des moments de poésie, que je devais les transmettre à travers les dessins. Donc, pour les chiens concrètement, je me suis dit, c'est l'occasion, avec la bande dessinée, d'essayer à retranscrire la façon dans laquelle un chien ressent le monde, interprète le monde, à partir de sa truffe. C'est la truffe des chiens qui les informe de ce qui les entourage, du monde qui est autour. Et donc, j'ai trouvé ce système de représenter les odeurs d'une façon kinesthésique par des couleurs. Comme si les odeurs étaient des évanescences chromatiques dans les images. Donc, essayer toujours à trouver comment profiter des éléments plastiques, esthétiques et visuels de la bande dessinée pour transmettre les mêmes énergies de choses que Cédric il transmet avec les mots. Et du coup, en termes d'inspiration, est-ce que tu t'es inspiré de films d'animation, de choses plus personnelles, de bandes dessinées qui t'ont marqué? Non, je voulais faire vraiment surtout pas un dessin animé. Je dis ça, je viens de l'école de Disney d'animation que j'adore d'autre côté, mais je voulais que les chiens ne soient pas un chien de dessin animé, que ce soit un chien qui ressemble vraiment à un vrai bouvoir bernoise, qui bouge comme un chien le fait et qui réalise un peu de la même façon. Donc là, il a un exercice de recherche d'une certaine simplification et stylisation de la réalité visuelle pour pas faire photographique, mais en profitant de ce que la bande dessinée nous donne d'expression et d'émotion à travers les dessins. Donc je me suis inspiré d'énormément de boudoirs bernoises que j'ai croisés. J'ai pris des croquis, j'ai fait des photos, j'ai entouragé un peu des vidéos aussi pour voir comment ça bouge, parce que ça bouge, c'est lourd, c'est très sympathique à voir bouger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un boudoir bernoise dans la salle? Ouais. Donc c'est vraiment des animaux hyper expressifs, qui voient vraiment comment il te parle avec son regard d'une façon très très claire. Et donc voilà, passer tout ça avec les dessins, surtout en essayant qu'ils soient au même niveau que les personnages humains. Donc qu'il n'y ait pas une différence par le fait qu'il est un chien. Pour moi, dans ma lecture du livre de texte de Cédric, et ce que j'ai voulu mettre comme fil de fer
de mon adaptation, il y avait 3 sujets qui m'intéressaient énormément. D'abord, la relation avec l'autre et l'effort de regarder le monde à travers les yeux de l'autre. Chien ou pas chien, toujours l'autre. Je trouve que ça c'est très universel. Ça parle aux gens qui ont des chiens, comme des personnes comme moi qui ont des chats, comme des personnes qui n'ont pas des animaux à la maison. L'amour qu'on peut ressentir pour l'autre passe toujours pour l'effort de comprendre le monde que l'autre voit, pour se mettre dans la peau de l'autre. Donc c'était un des sujets essentiels de mon adaptation. Un autre était celui de la formation d'une famille par élection, sans liaison biologique, justement parce qu'on décide, ça c'est ma famille, ça c'est mes grands-parents, ça c'est la personne qui va m'accompagner, les chiens c'est mon frère, ou c'est mon fils, c'est ma famille. C'était le deuxième sujet. Et le troisième sujet qui m'intéressait, c'était la guérison à travers la création, à travers la communication, à travers l'écriture. Je pense que Cédric, en écrivant les romans, il a retourné sur cette expérience, il a fait vivre encore son chien à Ubak, et d'une certaine façon, ça l'a permis de faire un exercice cathartique pour surmonter la perte et les chagrins produites par la mort de Ubak. Donc il avait ces 3 piliers dans lesquels j'ai articulé les anecdotes, certaines venant du livre et des autres que j'ai inventés pour que ce soit thématiquement clair, ouais. ça prenne sens par rapport. Voilà. Donc par exemple, dans mon adaptation, il y a des personnages inventés comme les grands-parents d'adoption qui servent à personnifier cet amour qu'on a pour quelqu'un d'autre et la perte de cet amour, parce que je me disais, tous les lecteurs ne sont pas capables de comprendre qu'on puisse ressentir ça. Quand on a un chien et qu'on les perd, qu'on puisse le ressentir d'une façon si profonde et si douloureuse. Ils sont simplement incapables, c'est une question culturelle ou religieuse, je ne sais pas, parce qu'on est les rois de la création. Mais certainement, il y a des lecteurs qui sont incapables à ressentir ça ou à comprendre. Donc, j'ai transféré ce moment dans des personnages humains pour que justement les lecteurs qui est réfractaire à ça puissent comprendre ce qui se passe dans la tête de Cédric, par exemple. Et des personnages thématiques comme ça, il y a plusieurs. Il y a les proprios de l'appartement, les inspecteurs de classe, etc. C'est des personnages qui représentent vraiment une vision du monde concrète et qui ont une fonction narrative et qui ne sont pas du tout dans les romans. C'est vrai que plusieurs fois dans la bande dessinée, on a affaire à des personnalités. Alors, je ne sais pas si beaucoup de monde a eu l'occasion de la lire avant de venir à la rencontre. Alors, je ne vais pas trop m'étendre pour quand même laisser un peu de surprise, mais il y a plusieurs personnages, des personnages finalement qu'on croise tous les jours. Et comme tu disais, José Luis, c'est pas forcément des gens méchants, mais simplement qui n'ont pas la même relation avec les animaux que certains autres peuvent avoir, qui sont très éthiques. Un petit exemple, sans aller trop loin dans la BD, c'est vrai que le propriétaire, quand Cédric ramène du coup Ubak à sa maison, il se prend plusieurs remarques parce que forcément un animal ça laisse des poils, donc forcément si des gens sont allergiques, et c'est vrai qu'avec des si voilà, il y a toujours une excuse à tout ça, mais c'est une... J'essaye de reprendre un petit peu tout ce que tu as dit. C'est vrai que c'est une très belle BD, un très beau roman également, et on est constamment touché. La thématique du deuil, elle est forcément très présente, mais en même temps, c'est pas du tout une bande dessinée qui est larmoyante. Le but, c'est pas de faire pleurer le lecteur de tristesse, mais aussi de joie et de tous ces moments de vie qu'on partage avec un animal qui, comme tu disais, pour certains peuvent être un enfant. Des moments qu'on partage, en général, pas forcément avec un animal.
Pour moi, Oui. c'est important. Les chiens, c'est une métaphore. D'accord, oui. C'est une métaphore de ces partages et de cette sensation, ce sentiment, cet amour qu'on a pour des autres. Et j'aimerais continuer un tout petit peu sur la BD. À plusieurs moments, tu laisses un peu le lecteur respirer avec des panoramas époustouflants de montagne, mais pas que. Est-ce que c'était une volonté de marquer un peu une pause dans la lecture Ouais, c'était important dans la logique du livre qui raconte la vie d'un être depuis que c'est un bébé jusqu'à à sa mort, de faire marquer les saisons qui passent, qui transforment les paysages, euh, comment une sorte de rythme cadencieux qui rythme la lecture du livre. Donc, en plus, ça m'a donné la possibilité vraiment de m'exprimer sur le plan visuel en procurant des moments de respiration fortement esthétique, comme en peinture de Friedrich, de Turner, ou quelque chose comme ça dans ma tête. C'était vraiment mettre le lecteur dans cette poésie qui Cédric transmet si bien dans les livres, moyennant les images. Je n'avais pas les pouvoirs des mots comme lui, parce qu'entre autres, une bande dessinée, ça aurait été trop lourde si j'avais vraiment pris sa rhétorique dans ma bande dessinée. Donc, il m'a fallu trouver un système, un équivalent visuel pour que les lecteurs ils puissent rentrer dans la poésie. Et pour ça, il n'a pas mieux que les grands espaces, les paysages, la nature, et pas seulement en tant que décor, mais en tant que racine profonde de l'histoire. Merci beaucoup pour ces mots. Ouais. J'ai encore quelques questions, et après peut-être poser, si vous avez des questions dans le public. C'est une question qui n'a pas forcément à voir directement avec la bande dessinée, mais c'est vrai qu'en ce moment, la thématique de l'intelligence artificielle, elle est assez présente dans le milieu artistique. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'impacte dans ton quotidien, ou en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à nous dire dessus? Oui, d'ailleurs, on a, vous verrez dans la dernière page du livre, on a mis dans les copyrights une petite mention comme quoi l'auteur il manifeste qu'il n'a pas utilisé du tout des intelligences artificielles génératives dans la création de cet ouvrage. Et c'est pas pour me vanter ni pour me donner un crédit, c'est juste par respect au lecteur. Je crois que c'est important que nous les lecteurs, nous sachions que ce que nous sommes en train de vivre en tant que lecteur, les moments de lecture, l'expérience de lecture que nous avons, que ce soit en roman ou en bande dessinée, c'est le fruit d'un effort humain. C'est le fruit de l'effort de quelqu'un d'autre qui a travaillé, qui a réfléchi et qui a essayé de transmettre ce qu'il avait dedans pour nous, en tant que lecteurs. C'est un peu mon grand regret par rapport à l'intelligence artificielle. Qu'un jour, on puisse penser à des gens qui s'amusent à lire des textes qui ont été conçus avec une sorte de puzzle informatique par une machine et que l'aspect humain disparaisse d'une certaine façon. Donc, bien sûr, nous les auteurs, on a une responsabilité envers l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais nous les lecteurs, nous avons aussi une responsabilité à l'heure de choisir qu'est-ce que nous prenons. Donc voilà, c'était un peu une petite remarque pour rappeler aux lecteurs cette responsabilité et pour les remercier justement de faire cet effort qui est toujours l'expérience magique de transmission de pensée, qui est la création littéraire ou artistique, avec cette phrase-là. Je suis parfaitement d'accord. Voilà. Je pose encore une dernière question. C'est une question qui m'a personnellement beaucoup marqué, qu'on retrouve dans la postface du roman. Dans la postface, Cédric Sapin-Defour conclut en disant « Si j'avais su que cet homme au crayon détenait de si grands pouvoirs, dont celui de faire revivre Oubac et sa joyeuse compagnie de 1001 façons, je lui aurais demandé s'il était possible qu'il ne meure jamais. »
je lui aurais dit, s'il vous plaît, dessine-moi l'Éternel. Je trouve personnellement que c'est... En référence au Petit Prince, à la fin, non, on a pour finir en beauté. C'est un crème, Cédric. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Vraiment, c'est un mec comme on l'imagine, à la lecture du texte, ouverte, attentif, humble. Donc voilà. En tout cas, c'est une très très belle façon de remercier, je pense, quelqu'un qui va participer à la création, à la continuité de son travail. Bah, c'est génial, c'est génial. J'ai pas des mots, quoi, finalement. Non, il était très content de l'adaptation. Il a ressenti dès le départ qu'on était dans les mêmes lignes de pensée, qu'on se communiquait très bien. Et il a vraiment été à mes côtés pour me soutenir. La création d'un bande dessinée, c'est un procès long et pétri de doutes, surtout quand on s'attaque à un sujet difficile et en source qui n'est pas propre. Donc, avoir un allié dans la hauteur de l'ouvrage original, c'est vraiment incroyable. C'est génial. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses que vous aimeriez partager ce soir? Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de vos techniques de dessin, des outils, de la mise en couleur aussi? Ouais. Merci. Je dessine d'une façon mixte, analogique, digitale. Donc, je commence pour faire mes dessins dans la tablette parce que c'est pratique. Je commence à avoir un certain âge et l'effet de pouvoir zoomer, c'est bien quand on veut mettre des détails. Alors, j'imprime cette première mouture et sur cette impression, je commence à travailler avec des aquarelles, des graphites, tout ce qui est autour de moi d'une façon très bordélique et très organique, ce qui casse l'éventuelle froideur qui laisse les dessins à la tablette. Une fois que je suis plus ou moins satisfait, je scanne ça. Je travaille toujours avec une salle d'écrit. Donc, j'ai fait des modélés à l'aquarelle, des textures, etc. Une échelle d'écrit. Je scanne ça. Et sur cette scan, je commence à retravailler à l'ordinateur dans une sorte de post-production, un peu à l'assinage, ou comme on fait quand on retouche des photos digitales. Donc là, je travaille la profondeur des champs, vous voyez la différence des plans et des choses comme ça, c'est très utile l'ordinateur pour ça. Et finalement, je fournis donc à mon coloriste un fichier qui est le résultat de tous ces mélanges de choses, où c'est presque une version en gris de ce que vous voyez finalement colorisé. Il n'a pas de couleur, mais tous les éléments sont là. Les textures, les ambiances, les modélés, la profondeur des champs. Tout est déjà dans les fichiers en gris. Et alors, à partir de là, lui, sur Photoshop, avec un magie qui m'échappe, il met des couleurs sur ces gris-là. Et donc voilà, on travaille très bien ensemble. C'est vraiment quelqu'un qui a un talent énorme pour interpréter ce que j'essaye à mettre en œuvre. La colère, elle est très importante pour moi dans la bande dessinée parce que c'est la première émotion plastique qu'on reçoit. La première émotion sensorielle quand on ouvre un livre, c'est la colère. Si la colère nous parle, alors on fait l'effort de décrypter le dessin, d'essayer à comprendre le dessin. Et si ça nous parle aussi, alors on passe à la lecture. Donc c'est exactement le processus inverse à celui que nous faisons quand nous produisons en bande dessinée. Nous écrivons d'abord, ensuite on dessine, et la dernière couche, c'est la colère. Donc avec Cédias, mon coloriste, avec lequel j'ai travaillé depuis très longtemps, on a fait beaucoup de livres ensemble, très différentes d'ailleurs. J'essaye à pas donner des indications très précises, sauf cause de force majeure, parce qu'il y a des éléments qui sont rouges, parce que il faut que ça soit rouge, mais c'est très rare. En général, je lui donne des indications assez floues, un peu au niveau du ressenti que je vais sortir. Je mets des exemples de films ou des photographes, je voudrais qu'il y ait
des images avec comme dans tel film ou tel autre, où je lui donne des indications. Cette séquence, elle est froide, elle est dense. Donc je ne donne pas vraiment des indications chromatiques concrètes. Et lui, il arrive avec des choses qui me surprennent toujours et qui améliorent mon travail. Donc c'est vraiment un compagnon formidable. Donc c'est un véritable travail d'équipe finalement. Ouais, et un travail créatif dans tous les sens pour tout le monde. Moi, je n'aime pas les micromanagements. Comment tu n'aimes pas? Je n'aime pas les micromanagements, tu Oui. vois, être vraiment naïf pour dire il faut que tu fasses comme moi. Non. Si on travaille avec quelqu'un d'autre, il faut lui laisser la liberté, comme moi j'ai la haie de la part de Cédric, de vraiment donner de soi et s'exprimer. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ouais, t'écoutes. Est-ce que le fait de travailler sur des modèles qui sont encore vivants et existants et sur lesquels vous avez des photos, etc., ça bride un peu votre créativité, contrairement à des personnages que vous pouvez totalement inventer? Est-ce que c'est plus difficile? Non, pas forcément. Non, c'est pas plus difficile. C'est pas plus facile non plus. C'est justement un exercice qui s'insère dans l'ensemble des outils qu'on doit mettre en œuvre quand on fait la bande dessinée. Et c'est la ressemblance, qui n'est pas une ressemblance photographique, mais juste un reflet un peu flou du personnage. Donc Cédric, effectivement, il est grand et maigre, et mon personnage, c'est un peu ça. Mais pas plus que ça. Il n'y a pas vraiment un essai de faire une caricature ou une ressemblance totale avec lui. Ça, par contre, pour qu'il comprenne, ça a pris un peu de temps. Parce qu'il disait, mais c'est pas comme moi exactement, moi c'est pas comme ça. Je lui disais, écoute, Cédric, c'est un peu comme dans la série The Crown, où il y a des acteurs qui jouent la reine d'Angleterre, et on change d'acteur à chaque fois selon l'époque de sa vie, et on comprend que c'est la reine d'Angleterre, mais si on y voit que c'est pas la même personne qui l'interprète. Donc ça fait ça, c'est qu'il dit ça à faire. Et finalement, il a très bien compris, très bien accepté ma vision de sa physionomie. En tout cas, pour avoir quand même un petit peu comparé le dessin par rapport à lui, je trouve quand même on reconnaît. Effectivement, je pense que si on zoome sur les détails, effectivement, mais voilà, on met les deux côte à côte. C'était certainement, je pense que la référence de The Crown, c'est une bonne référence pour que vous compreniez un peu Parfois, tu vois un joueur, un certain personnage, il ne ressemble pas du tout à la figure historique qu'il représente, mais on l'accepte comme une partie de la représentation. On est conscient qu'on est en train de voir une représentation. C'est pas la réalité, c'est pas un documentaire. Et ici, c'est pareil. C'est une fiction créée à partir d'un fait réel. Une autre question, peut-être? Bien, moi j'en ai une. Très bien, allons-y. Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu travailles, que tu as le droit de... Oui, bien sûr, tout le temps. Tout le temps. En tout cas, quelque chose que tu aimerais annoncer Oui, mon prochain bouquin, c'est encore une adaptation. Cette fois-ci, j'adapte Wells, l'auteur de La guerre des mondes et L'homme invisible, etc. Sur un petit nouvelle qu'il avait écrit, qui est totalement méconnu, qui s'appelle L'homme qui savait faire des miracles, où un personnage assez random, assez vulgaire, du jour au lendemain apprend qu'il a la faculté de faire des miracles. Donc il commence à faire n'importe quoi avec cette faculté, vraiment des miracles un peu à la con, parce qu'il n'est pas très imaginatif. Jusqu'au moment où il rencontre un prêtre, qui lui, par contre, il voit qu'il y a une forte possibilité dans cette capacité, et qu'il le force à faire des miracles de plus en plus grande jusqu'au moment où il déclenche un apocalypse. C'est une comédie très british, un peu à la Doctor Who, si vous voulez, très imaginative, très festive, et très très drôle, et vraiment à l'opposé des Son over après la pluie. Parce que moi, en tant qu'auteur, je suis si éclectique, ou j'essaie d'être si éclectique que je le suis en tant que lecteur. Donc, voilà. Madame? Vous avez mis combien de temps pour de l'ébauche, de la rencontre jusqu'à du moment où j'ai vraiment commencé à réfléchir jusqu'au moment où j'ai fini, une année s'est écoulée.
Les temps de réalisation hardcore, vraiment, où j'étais 2 heures par jour à dessiner les plans, ça a été 5 mois, 6 mois. Mais il y a tout un processus de réflexion et de recherche, etc. Donc, en tout, c'est un an. Un travail du coup très intense pendant un an. Voilà, ouais, si. Bah, j'adore, donc c'est bienvenu. J'adore être chez moi en train de dessiner des choses, raconter des histoires, etc. C'est vraiment... Et du coup, qu'est-ce que tu te dirais à ton toi de 13 ans ou Ah bon. ado qui rêvait peut-être de devenir dessinateur aujourd'hui que tu... Je pense qu'il serait carrément surpris de voir tout ce qu'on a fait, parce que j'ai eu la chance de faire, effectivement, tu l'avais mentionné là tout à l'heure, par exemple les tuniques bleues, des choses que j'aurais même pas rêvé à dessiner quand j'étais un gamin, et je me suis offert ce privilège en étant adulte. Donc, j'ai gardé bien en tête moi-même de 13, 15, 17 ans. Et je me sens très chanceux d'être auteur de bande dessinée en tant que professionnel, de gagner ma vie en racontant des histoires. Je ne reviens pas du fait que ça soit possible, donc je profite bien. Parce que sans oublier quand même que tu as fait beaucoup de choses, et après je conclus, mais c'est vrai que tu es passé du format humoristique, du format de fantasy science-fiction, du franco-belge, à maintenant aujourd'hui de l'adaptation au roman graphique. C'est quand même un exercice qui n'est pas évident, l'illustration n'est pas la même forcément, et merci. Pas de rien. Merci pour tout. Mais comme je dis, effectivement, moi, en tant que lecteur, je peux passer vraiment d'un essai très compliqué sur, je sais pas quoi, sur la musique du baroque, à un San Antonio, juste pour le plaisir de rigoler un peu, ou un thriller. Et je pense que si je suis si éclectique en tant que lecteur, pourquoi pas l'être en tant qu'auteur. Après, bon, c'est difficile à me classer, tant pis. En tout cas, merci pour ces... Merci à toi pour les questions. Merci à vous pour les questions et pour avoir écouté.